Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une part, d'une manière générale, les bâtiments en bois, les maisons en bois, l'ossature en bois, se comportent bien pour la raison que vous avez indiqué, M. Guimard, que leur masse est très faible par rapport au béton, mais également parce que souvent les liaisons sont bien faites avec, si vous voulez, des points qui vont dissiper l'énergie. Le problème des maisons en bois, c'est pas le séisme lui-même, l'expérience souvent n'est pas très bonne, c'est l'incendie. Vous avez vu Kobe tout à l'heure, vous avez parlé de San Francisco, toutes ces villes, si vous voulez, Kobe, il y a eu 6300 morts à Kobe. Et 99% c'était des maisons individuelles, à cause du feu. Mais sinon, en dehors de l'incendie, les maisons en bois, oui, résistent bien. Oui. Vous avez parlé à un moment dans votre exposé de poutres et de poteaux et de poutres faibles, etc. Oui. J'ai pas bien compris ce point. Est-ce que vous pouvez revenir précisément? Oui, tout à fait. Non. Voilà, c'est un point super important. Voilà. Donc, si vous voulez, dans les bâtiments, il y a des poteaux et des poutres, on appelle les bâtiments en ossature. Le danger d'avoir une rupture par le poteau en premier ou la poutre en premier n'est pas le même. Ce qui est demandé, c'est d'avoir ce qu'on peut résumer en une phrase, des poteaux forts et des poutres faibles. Poteau fort, ça veut dire qu'après séisme, le poteau va rester en place, et s'il y a ce qu'on appelle des plastifications, c'est-à-dire des fissures, des lézardes dans les poutres, eh bien elles vont se faire dans la poutre en premier. Pourquoi? Parce que le danger d'avoir un poteau qui s'effondre avant la poutre est beaucoup plus grave. Quand la poutre se fissure, pour se fissurer, elle va dissiper de l'énergie, et c'est ce qu'on cherche. On cherche à ce que la dissipation d'énergie et l'énergie amenée par le séisme, vous allez la retrouver par la plastification, c'est-à-dire la fissuration du béton armé. Et cette fissuration, on veut qu'elle se fasse d'abord dans les poutres, parce que les poutres sont soumises à de la flexion, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez, si vous voulez, les plier, la flexion. Et la flexion nous permet de dissiper de l'énergie, d'emmagasiner de l'énergie dans la flexion, alors que si vous avez un poteau, le poteau il est soumis à des charges verticales et il y a peu de dissipation dans le poteau lui-même. Voilà, donc en conclusion, on cherche des poteaux qui sont gros, si vous voulez, de forme, hein, et puis des poutres qui sont moins épaisses, moins grosses. Donc on veut que d'abord la fissure se passe dans la poutre avant d'arriver au poteau. Il y a une deuxième raison, c'est que si le poteau, lui, va commencer à plier, tourner, vous allez avoir ce qu'on appelle les efforts de second ordre, ou P delta en anglais, c'est-à-dire que la masse n'est plus au droit des centres de gravité. Hein, c'est comme la tour de Pise, si vous voulez. La tour de Pise, son centre de gravité, commence à s'éloigner de la fondation. Et ça crée un deuxième moment, une majoration du moment dû au séisme ou au vent, qui est simplement dû au poids propre. Le poids propre n'est plus à la verticale, n'est plus au fil à plomb. Et donc ce fait qu'il n'est plus au fil à plomb, n'est plus à la verticale, vous créez ce deuxième moment. Donc si vous commencez par faire fissurer les poteaux, votre bâtiment va plier et vous allez avoir un effet majorant dû à ce moment secondaire. Merci, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les méthodes mécaniques de filtration, etc., où les bâtiments sont montés sur des espèces de enveloppes énormes, où le bâtiment lui-même est en quelque sorte suspendu comme des dispositifs anti-vibratoires que l'on met sur des équipements, par exemple sur des équipements aériens, mais à l'échelle des bâtiments. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'on peut faire ça? Et quelle est cette technique, s'il vous plaît? Merci. Alors voilà ce slide. Vous avez ici en haut des bâtiments, vous voyez ici les points noirs au pied. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont des dispositifs d'appui. C'est quoi? Bon, souvent, c'est les élastomères, c'est-à-dire, non pas du caoutchouc, mais un élastomère. Le détail, vous le voyez ici. Donc ça fait partie, la partie basse, c'est la fondation. Au-dessus, vous avez le bâtiment.
qui arrive, et entre les deux, il y a une coupure. Et en sandwich, là-dedans, vous avez ce cylindre noir qui est constitué par un élastomère, un peu comme vous en mettez sous les dalles de braquard. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que quand le séisme va se produire, l'élastomère, il est relativement dur verticalement, il est raide verticalement, comme on dit, et par contre, il est très souple horizontalement, il va se mettre en parallélogramme. Et donc, du fait qu'il va être très souple horizontalement, la période du bâtiment, la période de vibration du bâtiment, va être augmentée, parce que le bâtiment devient beaucoup plus souple. Et donc, de ce fait, il échappe au mouvement sismique, puisque vous vous rappelez des courbes, je vous ai dit que plus la période est grande, et moins il y a l'effet du séisme. Alors, donc c'est un peu un filtre, c'est un genre de filtre qui va donc réduire l'accélération, le déplacement du bâtiment. Donc on appelle ça des appareils d'appui. Alors il y a différents types d'appareils d'appui. Là, je vous montrerai encore un détail. Bon, voilà, vous voyez un peu mieux ici. Alors en général, on les met au niveau des fondations, mais récemment, moi, aux Antilles, je les ai mis au niveau du deuxième étage pour faire des économies, parce que l'étage du bas, c'était des parkings. Et je ne sais pas s'il y a encore une. Voilà notre détail. Ça, c'est comment on les attache, si vous voulez, aux structures. Alors ça, c'est des élastomères. Il y a une vingtaine de types d'appareils d'appui. Les plus sophistiqués qui ont été utilisés pour le TGV Sud-Est, pour les trains de la SNCF, sont à base de ce qu'on appelle viscoélastique. C'est-à-dire les mêmes appareils d'appui, les mêmes amortisseurs que vous avez dans votre voiture ou dans le TGV. C'est-à-dire que vous avez des chambres, comme on dit, des cylindres qui sont troués, à l'intérieur desquels il y a une résine, et par les petits trous, elle s'échappe, ce qui fait que le mouvement lent peut se faire sans problème. C'est des mouvements dus aux variations de température, par exemple. Mais par contre, si vous appliquez un choc, à ce moment-là, ça bloque. Et c'est un peu l'effet d'une ceinture de voiture, ceinture de sécurité. Donc on appelle ça des appareils viscoélastiques. En plus, par rapport aux élastomères, ils ont un avantage, ce qu'on appelle l'amortissement. C'est-à-dire, elles vont amortir le mouvement, et donc vous gagnez 2 fois avec ce type d'appareil d'appui. Alors on le fait pour les ouvrages d'art, on le fait pour des bâtiments pour lesquels on veut pouvoir être opérationnel immédiatement après le séisme. C'est le cas par exemple des grands hôpitaux, puisque vous devez continuer à opérer. Les gens qui sont sous dialyse, on ne peut pas couper les gaz, les fluides, et donc après séisme, il faut que l'ouvrage reste encore opérationnel. Et le seul moyen pour y arriver, simplement et à coût intéressant, c'est d'avoir des amortisseurs, des appareils d'appui. Oui. Je faisais allusion à ce qui est fait en aéronautique pour mettre des chaises de suspension pour les équipements, mais ceci nécessite, ce qui me paraît plus difficile pour le séisme, nécessite de connaître le spectre vibratoire afin de pouvoir déterminer les fréquences propres et donc de pouvoir calculer le dispositif qui va faire le filtre. Voilà. Puis une remarque sur le vent. L'avantage pour le vent sur les bâtiments, c'est une parenthèse, c'est qu'il y a des souffleries. Et donc on peut faire avec des maquettes une reconstitution sur des ponts, sur des bâtiments, etc., à des échelles, dans l'extrapole, des souffleries qu'on utilise sur la EFL par exemple. Voilà. C'était une normale. Et par contre, la première partie, j'arrive pas à assimiler comment on arrive à résoudre le problème du calcul du filtre, alors qu'on ne connaît pas le spectre harmonique de la vibration due au séisme, et donc de déterminer les fréquences propres pour avoir une coupure qui convient pour protéger le bâtiment. Alors, si vous voulez, je vais répondre rapidement. Le problème n'est pas simple. Il y a des bâtiments pour lesquels on ne peut pas, il n'est pas intéressant de prévoir ces appareils d'appui, parce qu'eux-mêmes ont une période de vibration assez grande. Donc si vous avez un immeuble qui est déjà à 3 secondes de période propre, ça ne sert à rien de mettre l'appareil d'appui parce que vous n'allez rien gagner. Voilà. Par contre, s'il est assez raide et qu'il a une période, mettons de l'ordre de 0,5, si vous lui mettez des appareils d'appui et que vous basculez à 1 ou 1,5, c'est là que vous gagnez. Alors, nous on connaît la forme du
spectre, si vous voulez. On sait pour les séries courants, que le pic se situe autour de 0,2 à 0,6 secondes. Voilà. Merci. On va prendre une dernière intervention. Monsieur Joly a un autre rendez-vous à 20h, donc... Oui. Une question très pratique. J'achète un appartement dans un immeuble de grande hauteur en zone sismique. Comment puis-je m'assurer que les normes ont été respectées? Où sont les charges? Où est-ce qu'on trouve ça? Alors l'administration réfléchit à ce problème, précisément pour sensibiliser, si vous voulez, la population. Et aujourd'hui, vous savez que quand vous louez, même maintenant, un appartement, vous connaissez la liste énorme de ce qu'il faut produire sur les termites, les dangers, etc. Et je pense que plus tard, vous aurez le risque sismique. Donc, dans l'immédiat, il n'y est pas encore, mais plus tard, chez le notaire, vous serez informé si votre bâtiment est dans une zone sismique et peut-être un jour s'il a été calculé au séisme. Alors, en attendant, que faire? Vous vous renseignez si, auprès de l'architecte ou du maître d'œuvre, si ce bâtiment est conforme aux normes ou pas. Et en général, ces bâtiments sont contrôlés, donc il y a un bureau de contrôle qui aujourd'hui doit délivrer une attestation comme quoi le bâtiment a été fait conformément aux normes. Bien. Très bien. Écoutez, je crois qu'on aurait pu continuer. Je sais que vous avez un dîner avec d'ailleurs des spécialistes européens pour parler de séisme aux normes européennes. C'est le moment de vous remercier. J'espère que vous avez tiré beaucoup d'informations de la présentation de M. David. Merci. Si vous voulez discuter encore, il y a toujours un fait fait par notre partenaire l'Union nationale des ingénieurs PUAN. Et le prochain rendez-vous sera le 10 février et le sujet sera complètement différent puisque ce sera l'hygiène, l'évolution des règles d'hygiène et des pratiques à Paris au 19e siècle. Voilà.